Ok, alors bonsoir. Aujourd'hui, donc, on est le Bet Nissan, journée de lundi, et qui est le Bet Nissan, c'est le jour de la Iloula du Rabbi Rav Shah, Rabbi Shalom Dober, le cinquième Rabbi Lubavitch. C'est aussi, entre autres, il y a bien longtemps de ça, mais puisqu'on parle des Nessim, on parle donc du début du Mishkan, c'est le jour où ils ont fait la première Paradouma, la première vache rousse. Il y a bien sûr un lien entre les sages nous disent qu'il y a un lien entre la mort des tzadikim et la vache rousse, de la même manière que la mort des tzadikim amène la kapara, la vache rousse amène la kapara. Mais en tout cas, donc c'est dans une histoire un peu plus proche, c'est la loi du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber. On va parler un petit peu de lui, puis ensuite un enseignement que le Rabbi a mentionné, basé sur quelque chose que le Rabbi Rachab a dit juste avant que sa neshama quitte ce monde. Rabbi Shalom Dovber, Schneerson, était comme je l'ai dit, le cinquième rabbi de Chabad. Il est né le 20 du mois de Cheshvan, dans l'année 1860, et c'était le fils du rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, le quatrième rabbi Lubavitch, pardon, et de la rabbinite Rivka. C'était le deuxième fils, il avait un frère aîné, Rabbi Zalman Aaron, et c'est un point important de savoir qu'il avait un frère aîné, parce que ça va jouer beaucoup dans son histoire. Il s'est marié en 1975 avec sa femme, la rabbinite Shtar Sarah. Et en 1980, il a commencé à s'impliquer dans Avodat Haklal, dans les affaires communales de la communauté, etc. Et il a commencé la direction du mouvement Chabad, la Chassidut Chabad, à Lubavitch, avec, donc, en 1982, qui est le moment où il a commencé à prendre la Nessiout, donc la direction, c'est-à-dire après le décès de son père. Mais, et c'est un mais important par rapport à son histoire, par rapport à l'histoire du mouvement Chabad, le Chassidut Chabad, il avait donc son frère aîné. Son frère aîné habitait aussi à Lubavitch, et son frère aîné habitait à Lubavitch jusqu'en 1893, donc à peu près 11 ans. Et pendant ces 11 ans, le Rabbi Rachab a refusé de prendre la direction tout seul de Chabad, d'être le Rabbi de Chabad, le Rabbi Lubavitch. Et il partageait avec son frère une responsabilité. Son frère répondait aux questions spirituelles, le Rabbi répondait aux questions matérielles. Au fur et à mesure des années, les choses ont changé. C'était de plus en plus faire le Rabbi Rachab. Mais par respect, par honneur à son grand frère, qui était donc à Lubavitch en 1893, donc de 1882 à 1893, pendant ces 11 ans, le Rabbi Rachab n'a pas officiellement été nommé le Rabbi de Lubavitch. Il était là, il est présent, il aidait les gens, il faisait des mamarim de Chassidut, mais il n'avait pas accepté ce titre-là. Et donc pendant les 11 ans, il n'y avait pas officiellement de Rabbi de Lubavitch, même si bien sûr le Rabbi Rachab, encore une fois, était là. Mais c'était donc une période assez difficile, si on peut dire, pour Chabad et pour les Chassidim, etc. En 1897, qui était l'année où le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, s'est marié, le Rabbi Rachab fonde la Yeshiva Lubavitch, qui va appeler ensuite un peu plus tard Tomche Tmimim. C'est aussi un point important et fondamental, on va revenir à ça un peu plus tard dans le cours même, si on peut dire, de ce qu'on va discuter, mais c'est la première yeshiva au sens plein et concret, si on peut dire, où on va apprendre la chassidoute. C'est-à-dire que le concept d'une yeshiva est quelque chose qui, à cette époque-là, était plus ou moins récent. Les yeshiva, la première yeshiva qu'on a vraiment, qu'on connaît, c'est-à-dire avec un dortoir, avec shurim, etc., c'est quelque chose qui revient à l'yeshiva de Vologine, quelque chose qui est assez récent dans le judaïsme. Il y a toujours, bien sûr, des shurim, il y a toujours des gens qui ont étudié, mais le concept de yeshiva moderne, comme on le connaît, comme je disais, avec dortoir, repas servis, etc., c'est quelque chose qui avait commencé quelques années avant. Et c'était là, donc il y avait d'autres yeshivot, bien sûr, il y avait des yeshivot par Chabad, et c'est la première yeshiva chassidique, la première yeshiva où on va étudier la Torah. Qu'est-ce qui se passe dans une yeshiva? Alors là, bien sûr, comme je disais, d'avoir la facilité d'avoir un dortoir et à manger et un réfectoire, mais une yeshiva, c'est un endroit qui est fait pour l'étude,
avec un cursus à étudier. Tout le monde étudie plus ou moins la même chose. Et l'idée du fait que tout le monde étudie la même chose, c'est pourquoi? C'est qu'on puisse en parler et discuter entre les élèves. Jusque-là, il n'y avait pas d'yeshivot chassidites et il n'y avait pas d'yeshivot où on étudiait la chassidoute. Et c'était surtout ça le point de Tomrit Mimim. C'est-à-dire que maintenant, l'étude de la chassidoute va pas être réservée à quelque chose d'indépendant, mais va devenir un endroit où il y a une structure, une étude structurée, une étude avec la supervision de mashpim, comme il y a un rosh yeshiva dans une yeshiva, il y a le mashpia dans la yeshiva, qui va répondre aux questions, qui va donner des shurim, et donc on a maintenant une étude organisée de manière à ce que tout le monde, les jeunes en particulier, puisqu'il s'agit des jeunes qui sont en yeshiva, ont accès à cette étude de manière organisée. Jusque-là, c'était vrai, comme j'ai dit, c'est vrai de la Torah de manière générale, la Torah, ce qu'on appelle Niglé, la Gemara, la Halakha, etc. C'était surtout des études indépendantes, ou bien des gens qui venaient étudier chez un rabbin en particulier. Il peut y avoir beaucoup de gens qui venaient, mais pas les shivas comme on connaît, une institution organisée. Donc c'est quelque chose qui va se développer à ce moment-là, de cette époque-là. Encore une fois, un peu avant, la première yeshiva, c'est yeshiva de Vologine, et d'autres yeshivot, mais on va donc créer quelque chose de nouveau qui est au niveau d'une yeshiva chassidite, une yeshiva où on va éduquer les enfants dans les enseignements de la chassidoute, et en particulier l'étude de la chassidoute qui va être pas réservée, qui va être aussi faite pour les jeunes élèves et de manière structurée, organisée avec un cursus, etc. Donc ça, c'est un des grands points, des grands accomplissements du Rabbi Rachab, qui va changer la structure du monde chassidique de manière générale et la structure chez Chabad en particulier. Rabbi Rachab a dit que pendant 10 ans, il a travaillé sur ce projet. Pendant 10 ans, il a fait le tour des Ohel, c'est-à-dire voir les rabbis de Chabad des générations d'avant, comme le rabbi partait à Ohel. Donc, il y a eu le rabbi de Ohel de son père, le Ohel d'Issemar Tzedek de son grand-père, du Admor Saï, son arrière-grand-père, et du Balatana, bien sûr, son arrière-grand-père, où il a passé de longues années à prier là-bas, à consulter, etc. Le Rabbi Rachab était aussi très impliqué dans les affaires de la communauté. Entre autres, il y avait à cette époque-là des grandes vagues de pogroms. Le gouvernement russe, puisqu'ils étaient sous le tsar, le gouvernement russe avait beaucoup de problèmes économiques entre autres, problèmes sociaux. C'était le début de la révolution dans le sens où il y a déjà des esprits révolutionnaires qui se mettent en place. On est après Marx, on est dans l'époque... donc il y a un esprit de révolution qui souffle dans l'Empire soviétique. Et pour détourner les esprits, pour calmer tout le monde, on trouve un bouc émissaire qui va être souvent les Juifs. Et donc, il y avait ce que le tsar faisait, c'est que pour permettre aux foules de se délasser un peu, enlever la pression, etc., c'était de blâmer les Juifs et de faire en sorte que toutes ces populations attaquent les Juifs. Et entre autres, se servent de leur argent, prennent ce qu'ils trouvent, etc. Ce qui fait que ça calme un peu tous les esprits, bien sûr pas pour les Juifs, mais pour les Goïms. Et le Rabbi Rachab travaillait très dur pour aider les Juifs, pour éviter les pogroms, pour, s'il y a malheureusement des villes où les Juifs ont été chassés, de retrouver une manière pour eux de gagner leur vie, de Parnassa, de se réinstaller, etc. Entre autres, en 1904-1905, il y avait une guerre entre le Japon et la Russie. Et les Juifs étaient, entre autres, envoyés au front et dans des conditions déplorables. Et l'Arbi Hacham, entre autres, a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour se faire pour ces soldats juifs. Et entre autres, pendant Pessah, de faire en sorte qu'ils aient accès à de la matzah, puisqu'ils survivaient plus ou moins juste sur de l'eau et du pain. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à manger. Et que pendant Pessah, bien sûr, le pain n'était pas une option. Donc, c'était important, vital, que les gens aient de la matzah. À cause de la Première Guerre mondiale, il a dû partir de la ville de Lubavitch, du village de Lubavitch, vers plus à l'intérieur des terres, une ville qui s'appelle Rostov, et donc pour se sauver du front qui n'était pas très loin de Lubavitch, et il est décédé là-bas, Beth Nissan, le 2 Nissan de 1920, dans la ville de Rostov. Bien sûr, son fils, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a pris la relève à son décès, après son décès. Le Rabbi Rachab a
écrit, puisqu'il écrivait tous ses mamarim avant de les réciter. Il a écrit et dit plus de 2000 mamarim. Et entre autres, il a aussi commencé le début, un embryon, si on peut dire, du mouvement de Shlichut, d'envoyer de Shluchim, puisqu'il a déjà envoyé, à son époque, le Rabbi Rachab envoyait des émissaires dans la partie asiatique de la Russie, de l'Empire russe, dans les villes qui étaient dans les montagnes, des Carpates, et là où il y avait des Juifs qui n'étaient pas nécessairement informés ou éduqués, et le Rabbi avait envoyé des gens là-bas. Entre autres, on va revenir à ce point aussi, c'est dans le même contexte de l'idée, on a appelé le Rabbi Rachab le Rambam de la Chassidoute. Pourquoi le Rambam de la Chassidoute? Parce que comme le Rambam, à travers son Mishneh Torah, entre autres, a bien expliqué, mis en place une structure de toute la Torah. C'est-à-dire que quand on étudie le Rambam nous le dit dans l'introduction du Mishneh Torah, on n'a besoin d'aucun autre sefer, si on peut dire, aucun autre livre, parce que toutes les informations sont là, bien classifiées, bien organisées, bien indexées. Il faut comprendre que quand on étudie la halakha, les informations sont éparpillées à travers toute la Gemara. Je vous donne un exemple tout bête. On est bientôt devant Pessah. Pessah, il y a les lois de Matzah, les lois de Chametz, des Issour, etc., des mélanges interdits. Mais pour connaître bien toutes les lois des mélanges interdits, ce qui permet, ce qui batel, etc., pas batel, il faut avoir accès au moins 3 Gemarot. La Gemara Cholin, la Gemara Psachim, bien sûr, la Gemara Vodazara. Quand on a ces 3 Gemarot, on a une bonne idée de toutes les lois de Kashrut. On va changer pendant Pessah les lois de la prière, dans le sens où on va passer de Mashiwarwach, Morid Ageshema, Morid Atal, et de Veten Talmat Livracha à Veten Bracha. C'est le halachot, entre autres, se trouve dans la Gemara Brachot et se trouve dans la Gemara Tanit. Donc, et des choses comme ça. Où se trouve dans la Gemara le loi de Hanouka? Il n'y a pas une Gemara pour Hanouka, il y a une Gemara pour Megillah, pour Purim. Il n'y a pas une Gemara pour Hanouka. Où trouvez la halachot de Hanouka? Ça se trouve dans la Gemara de Shabbat. Il faut le savoir. Il faut savoir où. Donc le Rambam a tout organisé ça, pris par exemple le loi de Kashrut, le loi de Pessah, il a pris de toutes les Gemarot qui sont nécessaires, bien organisé ça, structuré ça, expliqué, et on a maintenant une vision très claire, très organisée, très cataloguée, si on peut dire, et indexée de toute la Torah, de toutes les informations dont on a besoin de savoir. Dont on a besoin de savoir. Et le Rabbi Rachab a fait la même chose au niveau de la Chassidoute. Il y avait des mamarim de tous les rabbins et des points qui sont expliqués ici et là, etc. Et le Rabbi Rachab a bien organisé tout ça dans ses discours, à travers ses discours, avec une explication claire, limpide et qui est accessible à tout le monde. Et c'est un point essentiel dans la vie du Rabbi Rachab, dans les accomplissements du Rabbi Rachab, qui est ce tournant dans la chassidoute, de faire en sorte que tout le monde ait accès à la chassidoute, tout le monde puisse comprendre la chassidoute. Et je vais revenir en arrière au moment de son décès, de la Istalkut. Un peu avant son décès, le Rabbi Rachab a dit la chose suivante. Il a dit en yiddish, je vais le dire en yiddish, et puis je vais le traduire. Il a dit Ich gein himmel, und ich sovim lo zechaich. Je vais au ciel, et les écrits, je vous laisse. Donc, il dit je pars, mon chemin va monter au ciel, mais je laisse avec vous tous mes écrits, tout mon enseignement, toute la chassidoute que j'ai enseignée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien sûr que, premier point, c'est que si on veut avoir accès au Rabbi, se connecter au Rabbi, ça passe par sa Torah. C'est vrai pour tous les tzadikim, que les tzadikim sont investis dans la Torah. C'est là où on va les trouver. À un niveau, les sages nous disent que quand quelqu'un étudie la Torah d'un tzadik, Sfatotav dobevot bakever, les lèvres du tzadik bougent dans la tombe. C'est comme si le tzadik lui-même disait les mots de Torah qu'on est en train de dire à son nom. Et on trouve d'ailleurs la même chose avec Hachem. Quand quelqu'un étudie la Torah, on dit qu'Hachem est en face de nous et répète avec nous la Torah qu'on est en train d'enseigner. Donc, il y a cette idée-là que où on se retrouve le tzaddik, vraiment le tzaddik, c'est dans sa Torah, c'est dans ses enseignements. D'ailleurs, dans le Tanya, le Rabbi
l'Admorazaken nous explique clairement que la vie d'un tzaddik, ce n'est pas la vie de physique comme pour nous, manger, dormir, etc. Sa vie, c'est sa spiritualité, c'est sa Torah. Donc, où est-ce qu'on va trouver sa spiritualité? Où est-ce qu'on va trouver sa neshama? Dans la Torah. Si quelqu'un veut avoir accès, je veux dire, en parlant du rabbi, par exemple, quelqu'un veut avoir accès du rabbi, quelqu'un maintenant, en 2021, n'a jamais vu le rabbi, ne connaît pas le rabbi, veut connaître le rabbi. Quelle est sa possibilité? Quel est son moyen d'accès? Tout simplement, ce qu'il a écrit, ses enseignements. Et c'est par ces enseignements qu'on va connaître le rabbi. Comment ça se fait? C'est très simple. Le rabbi s'est investi et s'est révélé dans sa Torah, dans ses enseignements. Donc, par ces enseignements, on va retrouver la personne qui a enseigné ça. Et on voit d'ailleurs, à travers les enseignements, c'est quelque chose que le rabbi a fait plusieurs fois à travers la Gemara, mais on peut le voir à plein niveau. On arrive à comprendre les différences entre différentes sphères, mais pourquoi telle et telle personne a dit telle et telle chose, quand on comprend les enseignements de la Torah. On étudie la Gemara, on étudie Bet Shammai et Bet Hillel, et on peut avoir une idée basique. Si on trouve un enseignement, on peut dire, ok, ça c'est Bet Shammai ou ça c'est Bet Hillel. Pourquoi? Parce qu'on a compris la manière, chacun à son niveau, bien sûr, on a compris comment ils opèrent, parce que par leurs enseignements, on les découvre et on les connaît. Bien sûr, tzadikim domim le boram, tzadikim ressemblent à leur créateur, donc ce n'est pas quelque chose qui est unique au tzadikim, c'est quelque chose qui provient de Hachem. D'ailleurs, la Gemara nous dit, Gemara dans Shabbat, qui parle de Matan Torah, que le mot de Anochi, c'est les initiales de 4 mots. 4 mots en araméen. Anochi, Aleph, Nun, Chaf, Yud, c'est Ana, moi, Nafshi, moi-même, Ktavit, je l'ai écrit, Yavit, j'ai donné. Hachem dit, moi, c'est moi qui écris les 10 commandements, c'est moi qui les ai donnés sur les louchot. Mais la Chassidut a une lecture un peu différente de ces 4 mots, qui nous dit la chose suivante. Ana, moi, Nafshi, mon âme, Ktavit, dans les écrits, Yavit, j'ai donné. Je me suis donné dans la Torah. Vous voulez avoir accès à Hachem, c'est par la Torah. Parce que comme on le disait pour les tzadikim, c'est vrai aussi pour Hachem, bien sûr, c'est que si on veut connaître Hachem, le seul moyen de connaître Hachem, c'est par la Torah. On étudie l'Hachem. Et quand on étudie Hachem, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ce que Hachem veut, ce que Hachem aime, l'enfance, ou si on peut dire la jeunesse, c'est-à-dire le début de la relation entre Hachem et le peuple juif, quand Hachem a créé le monde, tout ça, tout ce qu'on a besoin de savoir, se trouve dans la Torah. On veut connaître Hachem, Hachem se met dans la Torah. De la manière que Hachem est infini, la Torah est infinie. L'exemple de ça, entre autres, c'est l'arche dans laquelle se trouvaient les Luchot qui était placée dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. D'après le Ramban, le Nachmanide, le Beth Amikdash est là pour l'arche. Parce que le Beth Amikdash, c'est la maison de Hachem, et la maison de Hachem, si on peut dire, là où Hachem est révélé, c'est dans la Torah. Et dans l'arche en particulier, parce que l'arche avait ce côté infini, puisqu'on dit que l'arche ne pouvait pas être mesurée, dans le sens où la pièce dans le Kodesh HaKodashim, la pièce dans laquelle se trouvait l'arche, était une pièce qui avait 20 coudées de large. L'arche est au milieu de coudées et demi. Si on mesurait d'un côté d'un mur, un côté de l'arche, puis on saute l'arche, et de l'autre côté de l'arche jusqu'à l'autre mur, on aurait dû trouver 20 coudées, moins les 2 coudées et demi de l'arche. Miracle, chez le miracle, quand on mesurait d'un côté du mur au début de l'arche, puis de l'autre côté du mur, à l'autre côté de l'arche, à l'autre mur, sans compter l'arche, on trouvait les mêmes 20 en bas. C'est-à-dire que l'arche ne prenait aucun espace. C'est quelque chose qui est inimaginable, impensable. On n'a pas quelque chose qui a une taille qui en même temps qui existe, qui prend de la place et en même temps ne prenait aucun espace. Mais c'est ce qui se passait dans l'arche. Il y avait en même temps une arche qui avait une taille particulière et en même temps ne prenait aucun espace. C'était ce qu'on appelle la chassidut, gvul et bli gvul en même temps. Le fini et l'infini en même temps. Pas l'un après l'autre, l'un ou l'autre, les deux en même temps. C'était quelque chose de fini et d'infini en même temps. Qui est ce qu'on appelle l'imna nimnaot, l'impossible. Une impossibilité la plus profonde qui se passait quand même dans l'arche. Pourquoi? Parce que Hachem est les deux à la fois. Hachem est infini, Hachem est illimité, mais en même temps, il s'est révélé dans le fini qui est la Torah. Fini là, dans le sens où on comprend la Torah, on peut étudier la Torah, on prend de quelqu'un de ne pas mélanger, je ne sais pas, le lait et la viande, on sait ce que c'est que le lait, on sait ce que c'est que la viande, c'est des éléments bien définis, bien matériels, et là se trouve caché quelque part la sagesse de Dieu. Quelque part, en ne mélangeant pas le lait et la viande, par exemple, c'est un exemple, mais n'importe quel mot dans la Torah, n'importe quelle idée dans la Torah est la même.
Hachem s'est révélé de la manière la plus profonde. Au point où, quand on arrive à l'aboutissement de cette révélation, ça s'exprime aussi entre le mélange de lait et de viande. Et bien sûr, ce sont des idées beaucoup plus profondes que ça. On dit du roi Salomon, Shlomo HaMelech, que Shlomo HaMelech a pu donner 3000 machal. C'est de quoi 3000 machal? C'est pas qu'il a donné 3000 machal différents. Comme les fables de La Fontaine, on a, je sais pas, une centaine de fables. Et Shlomo HaMelech, il est encore plus intelligent que La Fontaine, il a pu donner 3000. C'est pas ce que ça veut dire. C'est que Shlomo HaMelech a pu révéler une idée à 3000 dimensions. Okay? Par exemple, prenons le lait et la viande. Le lait et la viande, c'est une réalité qu'on connaît, mais imaginons que c'est un machal de quelque chose. Le lait et la viande, par exemple, ça représente Chesed et Gvura, la générosité, et de l'autre côté, la passion. La passion, c'est rouge, c'est le feu. Le lait, c'est le calme, c'est la générosité, c'est la bonté, c'est blanc. Okay? Le lait, ça ne se mélange pas. C'est machal numéro 1. Ça même, Chesed et Gvura, c'est un machal de quoi? Un machal de quelque chose d'encore plus profond. Avant même qu'on puisse parler de Midot. Imaginons ce que ça pourrait représenter, des madrigotes avant même le Tzimtzum, disons, c'est pour ceux qui savent ce que je veux dire, mais des niveaux encore plus profonds, on n'en est que à 2 ou 3 degrés. Shlomo HaMelech a compris 3000 degrés, il a pu remonter comme ça 3000. Le lait, la viande, c'est le machal de Chesed et Gvura. Chesed et Gvura, c'est le machal de tel et tel madriga. Ça même, c'est le machal de tel et tel madriga. 3000 fois comme ça a pu remonter jusqu'à ce niveau. C'est ça que Shlomo HaMelech avait fait. Ou bien, quand il avait besoin d'exprimer une idée, il pouvait descendre 3000 choses, donner un machal, puis un machal du machal, un machal du machal, 3000 degrés comme ça. Donc, mais au bout du compte, c'est quoi? L'idée d'un machal, c'est qu'on a la même essence, l'idée est la même, c'est juste qu'elle est exprimée de manière différente. Donc, la Torah, c'est l'expression de Hachem. Dieu s'est mis dans la Torah. On veut connaître Hachem, on veut se rattacher avec Hachem, il n'y a qu'une seule solution, c'est la Torah. C'est avec ça qu'on peut faire en sorte qu'on comprenne la Torah et que la Torah fasse partie de moi-même, maintenant, dans mon cerveau. Comme tout ce que je comprends. Quand je comprends quelque chose, ça fait partie de moi-même. Si je ne le comprends pas, je peux l'oublier parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment intégré à moi-même. L'exemple que je donne souvent, c'est l'étape de multiplication. On peut donner 1000 autres exemples, mais prenons l'étape de multiplication. Si je les apprends par cœur bêtement, je peux les oublier. Parce qu'il n'y a pas de logique pour moi. Pourquoi est-ce que 8 fois 6, ça fait tel et tel chiffre, 7 fois 7, ça fait tel et tel chiffre, 5 fois 8, ça fait un autre chiffre. J'ai appris par cœur, je ne comprends pas la logique, j'ai appris par cœur. Je peux oublier. À partir du moment où je comprends le système, 6 fois 6, ça fait 36. Et 7 fois 6, ça fait 6 fois 6 plus 1. Donc c'est 36 plus encore une fois 6. Okay? 42. OK. 7 fois 7, 49. OK, j'ai compris le système, je comprends comment ça marche. Dans ce cas-là, je ne peux jamais oublier. Au sens où même si j'oublie la réponse à cette telle et telle question, qu'est-ce que c'est que 6 fois 7, je peux le récupérer. Parce que je sais que 6 fois 6, ça fait 36, parce que c'est plus facile à me rappeler, et je rajoute une autre fois 6, et c'est bon. Ou bien 7 fois 7, ça fait 49, c'est facile à me rappeler, j'enlève une fois 7, et j'ai 6 fois 7. À partir du moment où je comprends le système, c'est quelque chose qui fait partie de moi-même. Je ne peux pas l'oublier. C'est moi-même. Que dans la Torah, c'est la même chose. Quand on comprend l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. C'est intégré. Et donc, on ne peut plus l'oublier. Dans la Torah, il y a Hachem. Donc, quand on comprend la Torah, Hachem fait partie de nous-mêmes. Mais ça, c'est en particulier si on ne comprend pas juste qu'on a appris par cœur, même si c'est important, mais qu'on comprend, on a absorbé, on a intégré ce que la Torah veut nous dire. Une halakha ou autre chose. Okay? On a compris la logique, on a compris le système, ça fait partie de nous-mêmes. Donc Hachem, comme je le disais tout à l'heure, Hachem s'est donné dans la Torah. On comprend la Torah, on a intégré Hachem. Mais le Rabbi Rachab a dit quelque chose d'un peu différent. Il n'a pas dit « je vous donne mes écrits », comme Hachem a dit « je vous donne la Torah ». Il a dit « je vous les laisse ». Et là, il y a un point important. Quand le Rabbi Rachab a dit « je vous les laisse », ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre « je vous les laisse » et « je vous les donne » ? Quand on dit « je vous les donne », comme Hachem nous a donné la Torah, Hachem s'est donné dans la Torah, ça veut dire que c'est Hachem qui a fait le travail.
C'est lui qui nous donne ça. Nous, on est passif. On reçoit. Rabbi Rachab, il a dit pas de passif dans ce cas-là. Je ne vous donne pas la Torah, je ne vous donne pas mes écrits. Je vous les laisse. Vous y avez accès, mais si vous voulez. À qui de faire le travail? À vous de faire le travail. Ils sont là, ils sont accessibles, je vous les laisse. Mais quand je vous les laisse, ça veut dire que c'est à vous de faire la démarche d'aller les chercher. Mais comme on dit, on peut amener le cheval à l'eau, à la rivière, on ne peut pas le faire boire. À vous de faire le travail. Je vous ai donné tout, j'ai tout mis en place, je vous ai donné mes enseignements, ils sont là, je me suis transmis dans ces enseignements-là, vous allez savoir tout ce qu'il y a besoin de faire, et c'est maintenant à vous de faire le travail. Et ça, c'était quelque chose de très important. C'est très important dans le monde de la Chassidut, c'est très important pour le Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rachab a marqué un changement et un tournant dans l'histoire par rapport à ça. Pourquoi est-ce que c'est important par rapport à la Chassidut et quel est le changement du Rabbi Rachab? Quel est le but de la Chassidut? On a une lettre du Baal Shem Tov, écrite à son beau-frère, où il raconte une discussion entre lui, le Baal Shem Tov, et Mashiach. Il y a un nigun qui a été fait à partir de ces mots-là, où le Baal Shem Tov a demandé à Mashiach, le Baal Shem Tov avait eu une aliyat neshama, sa neshama est montée en haut, vers les cieux, et il a rencontré Mashiach. Et il a demandé à Mashiach, Ematai Kaatimar, quand est-ce que vous allez venir? Il lui a répondu, quand tes enseignements vont être répandus à l'extérieur. Ou dans les mots du Midrash, où Dieu a voulu avoir une dira betartenim, une invitation dans les mondes les plus bas. C'est plus ou moins la même idée. Donc Mashiach a dit à Baal Shem Tov, pour que Mashiach vienne, pour qu'on accomplisse le but d'avoir une mission, d'avoir une maison ici sur terre, une habitation ici sur terre, il faut que le message des enseignements de la Torah, de la Chassidut en particulier, les enseignements du Baal Shem Tov, atteignent les mondes les plus bas. Ou dans les mots de Mashiach, Chutz à l'extérieur du monde de la Torah, l'extérieur de l'environnement du Baal Shem Tov. L'extérieur, quelle que soit la définition, à l'extérieur, encore plus bas. Afin de faire venir Mashiach, afin d'accomplir cette idée de Dira Betartanim, on a besoin que les enseignements de la Torah, les enseignements de la Chassidut en particulier, atteignent les niveaux les plus bas. Et les niveaux les plus bas, c'est quoi? C'est quand ça vient du niveau le plus bas. Il ne s'agit pas que cette tartonim, ce monde bas, ou bien cette route-ça, soit passive. Parce qu'encore une fois, si on est juste passif, ça ne nous appartient pas. Je reviens à la table de multiplication. C'est juste là à mémoriser quelque chose sans faire un travail de compréhension. Compréhension, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le moment où moi, je m'implique. Je n'apprends pas ça bêtement par cœur, sans comprendre. Mais je fais l'effort de comprendre. Mon effort à moi de comprendre dans mon cerveau, c'est le chutza dont on parle. C'est le dira betartonim dont on parle. C'est-à-dire que pour que Mashiach vienne, on a besoin que les enseignements de la Chassidut touchent chaque personne dans son esprit, et dans son esprit le plus bas, c'est-à-dire dans sa compréhension, je vais dire animale par rapport à la compréhension divine. Ce ne soit pas que l'âme divine qui comprenne la Torah, mais même mon âme animale. Que mon âme animale puisse avoir un lien avec ces enseignements de la Torah. Ça a l'air très profond, et ça l'est d'ailleurs. Mais prenons l'exemple du lait et de la viande. Est-ce que mon âme animale comprend qu'est-ce que ça veut dire que le lait et la viande, ne pas mélanger le lait et la viande? Absolument. J'ai une idée très claire, très nette de ce que ça veut dire de ne pas mélanger du lait et de la viande, de ne pas cuire mon steak dans le beurre. Je sais exactement ce que ça veut dire. Je ne suis pas dans l'obscurité, dans le flou, en disant je ne suis pas sûr exactement du message. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente, le beurre et le lait, de ne pas cuire un steak au beurre? Non, c'est très clair dans ma tête ce que ça veut dire. Ce sont des concepts que je comprends, ce sont des concepts qui me parlent, et je sais exactement de quoi il s'agit. Eh bien, il faut que ce ne soit pas limité à la Torah et à la Halacha, il faut que ce soit vrai aussi pour les enseignements de la Chassidut. De la même manière que je comprends ce que ça veut dire un steak au beurre, ou bien du steak et du beurre, j'ai besoin de comprendre ce que les enseignements de la Chassidut nous donnent. Quand on aura accompli ça, et on y est, on aura l'avenue du Mashiach, la révélation du Mashiach.
Je dis qu'on y est, pourquoi? Parce qu'on peut y avoir des gens comme moi qui vous parlent de choses complètement spirituelles. Pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais pas parce qu'on est une génération plus intelligente, parce qu'on a une génération où à partir du Rabbi Rachab, le Rabbi précédent et certainement le Rabbi, on fait le travail de nous expliquer ça, de nous mâcher le travail, si on peut dire, de nous expliquer les concepts de Chassidut de manière à ce qu'on puisse comprendre. Ce qui fait qu'on a maintenant des générations où, comme vous devez savoir, il y a des dizaines et des centaines de gens, d'intervenants, qui expliquent la Chassidut, qui donnent des cours de Chassidut, etc., qui expliquent les Mamarim, qui vont écrire des livres sur le Tanya ou d'autres choses. Pourquoi? Parce que les rabbins ont fait en sorte que la Chassidut nous parle. Et n'importe qui peut devenir, s'il le veut, s'il s'investit, s'il fait l'effort, un expert dans la Chassidut. Si on remonte dans les générations avant, combien de Chassidim on a qui ont écrit des séfarim de Chassidut, des livres de Chassidut? Pas beaucoup. Très très peu. Alors que de nos jours, Baruch Hashem, il y a plein de gens qui écrivent des articles, qui écrivent des livres, qui donnent des cours, parce que grâce au travail des rabbins, du rabbi précédent, du rabbi Rachab, ils ont, encore une fois, ils ont mâché le travail, organisé, comme je parlais du Rambam, de manière à ce que n'importe quelle personne puisse avoir accès à ça. Donc il ne s'agit plus de l'aïmouna, c'est-à-dire dans le sens où, ah oui, si c'est marqué dans le livre, ça doit être comme ça. Non, c'est expliqué dans des termes où chaque personne peut comprendre. Alors bien sûr, il faut suivre le cursus, il faut apprendre comment ça à partir du B à bas, si on peut dire la chassidut, etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est accessible, c'est-à-dire que les livres sont là, l'organisation est là, le matériel est là, les shurim sont là, et une personne qui veut s'investir a y accès. On n'a pas besoin d'être un grand mekoubal, on n'a pas besoin de travailler sur soi et de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits ou je ne sais quoi d'autre. On peut aller sur Internet, lire des articles qui ont été écrits par des gens, parce qu'ils ont compris les concepts de Chassidut. Pourquoi est-ce qu'ils ont compris? Parce que les rabbins ont fait ça de manière à ce que ça puisse être accessible à tout le monde. Et c'est quelque chose qui a vraiment changé à partir du Rabbi Rachab. À partir du Rabbi Rachab, il y a ce tournant dans les enseignements dans la Chassidut. On va vraiment se concentrer à faire en sorte que la Chassidut devienne quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Et ça a commencé, entre autres, un grand point tournant de ça, c'était la yeshiva. Quand le Rabbi Rachab a créé cette yeshiva, où on va enseigner la Chassidut à des jeunes, c'est le moment où tout d'un coup tout a shifté. On a un changement dans la vision et dans l'étude de la Chassidut. C'est plus quelque chose qui est réservé aux personnes un peu plus âgées, c'est plus quelque chose qui est réservé à des gens qui ont vraiment travaillé sur eux-mêmes, etc. C'est fait pour tout le monde, pour des petits jeunes qui vont à l'Yeshiva, jeunes de 15 ans, 16 ans, qui vont à l'Yeshiva, qui vont avoir accès à ces secrets de la Torah, qui vont leur être expliqués de manière à ce que ça a du sens. Comme dans une Yeshiva, quand on étudie une page de Gemara et qu'on est censé comprendre la Gemara. On ne peut pas juste étudier la Gemara en disant Baruch Hashem, j'étudie la Gemara et je suis content de pouvoir dire les mots sans comprendre. C'est pas comme ça que ça marche. Pour bien étudier la Gemara, il faut comprendre. Il faut réfléchir à ce qu'on lit. On ne peut pas juste lire les mots. Alors c'est sûr que c'est mieux de lire les mots que de faire autre chose. Mais pour que ce soit considéré de l'étude, on a besoin de comprendre ce qu'on dit, on a besoin d'y réfléchir, on a besoin de s'approfondir dans ce qu'on dit. Ça, c'est l'étude. Une halakha qui concerne Purim, qui nous dit que on a le droit d'arrêter l'étude de la Torah pour les lectures de la Megillah. On arrête l'étude de la Torah pour la lecture de la Megillah. Et les sages, la Gemara pose la question, mais la Megillah aussi c'est de la Torah. Ça fait partie du Tanakh. Qu'est-ce que ça veut dire on arrête l'étude de la Torah pour la lecture de la Megillah? Il dit oui, mais la lecture de la Megillah c'est juste une lecture. L'étude de la Torah, ça veut dire quoi? C'est qu'on réfléchit, qu'on pose des questions, qu'on comprenne. La lecture de la Megillah, ça ne demande pas tout ça, il faut juste écouter chaque mot. Donc il y a l'étude de la Torah pour que ça soit considéré vraiment de l'étude de la Torah et qu'on gagne ce que l'étude de la Torah est censée nous donner. Ça va passer par les questions, des réponses, un approfondissement, c'est-à-dire un impliquement personnel. Je vais m'impliquer personnellement dans ce que j'étudie. Et je vais y réfléchir. Je ne vais pas juste lire des mots, je vais essayer de comprendre. Et s'il y a quelque chose qui me bloque, qui m'arrête, je vais y réfléchir. Je vais poser la question, je
je regarde à droite, à gauche, je veux comprendre. Parce que je ne vais pas lire juste ça en acceptant aveuglement ce qui est marqué. Je veux y réfléchir, je veux comprendre. Et jusqu'au moment du Rabbi Rachab, c'était surtout fait dans l'étude de ce qu'on appelle le Nigli, la partie révélée de la Torah, la Gemara, la Halacha, le Chumash, etc. Où on veut comprendre. On lit un morceau de Gemara, on va lire la question de Rashi, la réponse de Tosfot, et le Rosh, et le Ram, et le Rambam, et le Rif, etc. Et les Rishonim et la Charonim, on a besoin de comprendre. La Chassidut, la Chassidut, c'est trop simple. Il faut juste accepter ce qui est marqué. D'ailleurs, même les Sfarim de Kabbalah nous disent, marqué dans le Zohar, dans la Kabbalah, il n'y a pas de question, il n'y a pas de machloket, de désaccord entre les opinions. Peut-être, mais moi j'ai besoin de comprendre. Si je ne comprends pas quelque chose, j'ai un problème, j'ai une question. D'ailleurs, le Tanya commence avec ça tout de suite, la première. Dans Tanya, on a après une ligne, on a tout de suite, on a besoin de comprendre. Ah, il y a une Gemara qui contredit une autre Gemara, une Mishnah qui contredit une Gemara, etc. J'ai besoin de comprendre. Et donc j'ai des questions. Si je m'implique pas, je n'ai pas de questions. Mais si je m'implique, j'ai des questions. Et je vais trouver des réponses. Ce qui fait que maintenant, on est dans une yeshiva, c'est-à-dire qu'on va étudier la chassidut, la révélation d'Hachem la plus pure, en posant des questions, en ayant des réponses. On va étudier ça comme on étudie une page d'Egma. De la même manière qu'on va avoir accès à la connaissance de ce que c'est exactement ce que c'est que le lait et le beurre, ou bien deux personnes qui ont trouvé un vêtement dans la rue et qui se disputent. Un dit c'est moi qui l'ai trouvé en premier, l'autre il dit non, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. J'ai cette vision, je comprends. Ce sont des choses de ma vie. Deux personnes qui trouvent un objet qui se disputent, c'est moi qui l'ai premier en premier, c'est moi en premier, etc. Si on a des enfants à la maison, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Ouais, c'est moi qui l'ai en premier, c'est moi qui l'ai eu en premier. On vit ça. Eh bien, on devrait avoir la même vision, la même clarté des choses en ce qui concerne la chassidut. Et c'est possible maintenant. Grâce au travail du Rabbi Rachab, de faire en sorte qu'on ait des générations qui ont été éduquées à la yeshiva dans le sens où on peut maintenant étudier la chassidut, ce que le Rabbi Rachab, le Rabbi précédent, le Rabbi nous a donné, de manière à ce que ça a du sens. Pas juste accepter si c'est marqué, c'est comme ça. Quand on étudie un morceau de Gemara, si on ne comprend pas, on ne peut pas juste lire les mots, on n'a pas étudié la Gemara comme il faut. Si on va les racher, qu'on ne comprend pas racher ou qu'on ne comprend pas Tosfot, on n'a pas étudié comme il faut. Alors encore une fois, c'est mieux que rien, c'est mieux que de faire des bêtises, c'est mieux que de perdre son temps. On est occupé dans des choses saintes. Mais ce que l'étude de la Torah nous demande, quelque chose de profondeur, on ne l'a pas encore fait. Donc ce que le Rabbi Rachab nous a donné, c'est que, c'est en fait, c'est le but de la chassidut. C'est le but de la révélation de la chassidut. On supprime. Avant la venue de... Avant la venue de Mashiach, c'est justement de pouvoir comprendre et de faire en sorte que Hachem fasse partie de nous-mêmes. Pas juste Hachem au niveau, je veux dire pratique, dans le sens où pas mélanger le lait et la viande, l'histoire du peuple juif, mais Hachem, l'étude de Hachem, qui est la chassidut. On puisse comprendre, bien sûr, à chacun son niveau, et uniquement en fonction de ce qu'un être humain est capable, c'est-à-dire ce que Hachem a partagé lui-même, ce qui sont les anciens mots de la chassidut. On ne peut pas comprendre, nous, Hachem, l'infini. On peut juste comprendre ce que Hachem nous a partagé avec nous par l'étude de la Torah. Mais donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va étudier la Torah, quand on va étudier la chassidut, de manière à ce que ça a du sens avec nous, c'est Hachem qui va faire partie de nous-mêmes. De manière que j'ai tout à l'heure, au niveau de ne pas mélanger l'eau et la viande, je comprends. Et donc maintenant, Hachem fait partie de moi-même. On passe à l'étape au-dessus. Pas juste les choses que Hachem nous demande, mais Hachem lui-même. Parce que la chassidut, c'est ça en fait. C'est comprendre Hachem. Se rallier avec Hachem. Pas juste ce que Hachem demande ou attend de moi, mais lui-même. Son essence. Et donc, on va étudier. On va étudier d'une manière à ce que ça a du sens. On va étudier de manière à ce que je puisse répéter moi des idées dans mes mots à moi. Comme quand on était à l'école, le professeur nous disait, est-ce que tu peux répéter ça dans tes mots à toi? Pourquoi? Parce que si on est capable de répéter ça dans nos mots à nous, c'est qu'on a compris. Si on n'est pas capable, qu'on est juste qu'on fait comme un perroquet. Et on peut faire des perroquets. Souvent, on répète un Dvar Torah. Vendredi soir, au Shabbat midi, on répète un Dvar Torah. On a vu un Dvar Torah, on le répète. Est-ce qu'on a vraiment compris? Quelle est la leçon de ce Dvar Torah? Comment est-ce que je peux l'appliquer dans d'autres situations? Quel est le message, etc. Des fois, non, on a répété. On a vu un beau mot, un vort, on a vu un mot, et on le partage. Et c'est super. C'est très bien de partager un Dvar Torah. Mais c'est encore mieux de comprendre. Une fois qu'on l'a compris, on peut l'adapter, on peut le transformer, pas transformer de manière à ce qui n'est pas juste, mais on peut faire passer le même message pour une autre situation.
Et voilà le message de ce Dvar Torah, voilà ce que je comprends, voilà comment je peux partager cette idée-là, parce que c'est quelque chose que je maîtrise, quelque chose qui m'appartient maintenant. Et c'est ce que, encore une fois, le Rabbi Rachab a commencé à accomplir, qui a été continué après par les tzadikim après, les rabbins après, qui est donc cette idée de faire en sorte que la Torah et la Chassidoute, c'est-à-dire la révélation d'Hachem, fassent un avec nous. Des questions vont venir, dans le sens où, si j'étudie la Chassidoute de cette manière, je vais avoir des questions. Même si les Sfarim nous disent qu'on n'a pas de questions, il n'y a pas de questions dans la Kabbalah, parce que c'est une étude lumineuse, si on peut dire. Mais nous, on n'est pas encore à ce niveau-là de l'étude lumineuse. Donc, on va lire un texte, et on essaie de réfléchir, on essaie de comprendre. Il y a des choses qui bloquent. Donc, quand on a des questions dans l'étude de la Torah, l'étude de la Chassidoute, c'est une bonne chose. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, il faut comprendre, et on a besoin de s'impliquer. Quand j'ai une question, c'est que je suis impliqué personnellement. Et les questions sont importantes. Je répète toujours cette histoire. Je vais la répéter encore une fois parce que c'est une histoire pour moi qui est extraordinaire et qui vaut la peine d'être répétée et partagée. L'Admour Azaken de Balatani avait un chassid qu'on appelait un Bloger, qui était le diminutif pour Elazar, et qui était quelqu'un de très très spécial qui habitait à Jérusalem et qui a quitté Jérusalem pour venir chez l'Admour Azaken, chez le Balatania. Mais c'était vraiment quelqu'un d'un grand calibre, très religieux, très érudit, tout, vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Une fois, alors qu'il était déjà un chassid depuis longtemps, et quelqu'un, un Fabien, lui a posé la question, il dit, Loge, Lazare, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es un chassid? Avant d'être un chassid, tu aussi étais quelqu'un de bien. C'est pas que tu es devenu un Baal Tshuva ou autre chose. Tu étais très religieux, très bien, tu étais à Jérusalem, tu allais toutes les nuits au Kotel, au milieu de la nuit à Chatzot pour faire tikkun Chatzot. Tu étudiais la journée, la Torah toute la journée. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Et sa réponse, et c'est pour ça que je le rappelle, je le mentionne maintenant, il dit, mes questions ont changé, ma réponse est la même. Mes questions ont changé, ma réponse est la même. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est les questions. Je vais expliquer ce qu'il voulait dire. Mais ce qui est important, c'est mes questions. Parce que mes questions, ça veut dire c'est moi. Ça me définit, ça m'explique où j'en suis. Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me tracasse? Quelles sont mes préoccupations? Ça, on le retrouve dans les questions. Les réponses, ça peut être toutes les mêmes. Mais mes questions, c'est important. Donc, quand on va étudier la chassidoute, quand on va étudier les choses, c'est important d'avoir des questions, de ne pas juste accepter, mais de réfléchir. Est-ce que je suis d'accord? Je ne suis pas d'accord. Alors, il faut d'abord, bien sûr, étudier le texte. On ne peut pas juste, dès qu'on on lit une ligne, dire, ah, j'ai une question, je ne comprends pas. Non, on parle d'étudier, écouter le message que le rabbi veut partager avec nous, et après, on réfléchit. D'abord, on écoute. On accepte, mais comme un magnétophone, on reçoit l'information, et après, on passe à l'étude de cette information, au travail sur cette information. C'est d'ailleurs vrai dans n'importe quelle relation. Quand on est à l'écoute de son époux, de son épouse, quand on est à l'écoute de ses enfants, quand on est à l'écoute d'un chiot, la première chose à faire, c'est d'écouter. Une fois qu'on a écouté, on peut réfléchir à ce qu'on a entendu. Malheureusement, souvent dans les conversations qu'on a avec nos amis, avec nos enfants, avec nos époux et nos épouses, on n'écoute pas vraiment. On écoute pour pouvoir répondre. Mais on perd l'écoute du message, dans le sens où des fois on va être jugé et on va répondre tout de suite à la critique en se défendant. C'était pas souvent le point. Une fois quand un mari veut partager quelque chose avec sa femme ou sa femme partager quelque chose avec le mari, on n'arrive pas à dépasser le stage de la critique. Tout de suite, on essaie de se défendre, de s'expliquer. Si la personne dit ça et ça, c'est peut-être qu'elle a un message à faire parler, à faire passer. Elle veut partager quelque chose. Donc, on a besoin d'être à l'écoute. Pour ça, il faut vraiment écouter. Qu'est-ce que la personne essaie de dire? Sous la colère, sous le sarcasme, quel est le message? Une fois que j'ai entendu le message, après, je peux dire, OK, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, voilà ce que ça veut dire, je réfléchis, etc. Mais c'est souvent nos questions, nos angoisses, mes préoccupations qui me disent plus ou moins où j'en suis. Pour revenir à l'histoire de ce chassid, la blase de Koum, il avait répondu, c'était quoi ces questions? Il a dit, mes questions ont changé, c'est ma réponse qui est la même. Il a dit, avant de devenir un chassid, je pensais que j'étais quelqu'un de tellement extraordinaire. Je faisais tout comme il faut et encore mieux. Comment est-ce que Hachem va pouvoir trouver un moyen de me récompenser?
C'était ma question, c'était ma préoccupation. Mais j'avais une réponse. C'est quoi la réponse? Hachem, il est Kol Yachol, Hachem, il peut tout faire. Hachem, il va se débrouiller, il va trouver une raison, un moyen de me récompenser. Maintenant que j'ai appris la Chassidut, j'ai appris entre autres le Tanya par exemple, et je me rends compte qu'on peut tout faire bien, extraordinaire, etc., et qu'on n'est peut-être même pas un Benoni, alors certainement pas un Tzadik. Maintenant, j'ai une autre question. Je me demande comment est-ce qu'Hachem a eu la patience de me supporter. Moi et ma chutzpah. C'est maintenant ma question. Mais la réponse, je l'ai. C'est la même réponse qu'avant. Hachem est Kol Yachol, Hachem est tout puissant. Il trouvera un moyen, ou il a trouvé un moyen de me supporter. Mais, encore une fois, le point était quoi? Que je ne suis pas défini nécessairement par les choses qui sont simples et claires pour moi, mes réponses. Je suis défini par mes questions. Et quand on étudie, on va avoir des questions. Et il n'y a aucun mal à avoir des questions dans l'étude de la Chassidut. Au contraire, même si c'est vrai que c'est marqué encore une fois dans les Sfarim, qu'il n'y a pas de questions dans le monde de la Chassidut, mais ça, c'est quand on accepte. Mais quand on est maintenant arrivé dans une nouvelle phase qui est, j'ai besoin de comprendre ça, j'essaie d'accéder à ça, et j'essaie que ça me parle, on a besoin de faire en sorte qu'on ait des questions. Donc, ne pas avoir peur de poser des questions, c'est une des grandes leçons. Mais bien sûr, de l'autre côté, même s'il faut poser des questions, il ne faut pas avoir honte de ces questions. Bien sûr, ce n'est pas une question qui va nous faire remettre en cause la validité de la Torah et la vérité de la Torah. On a besoin d'avoir un certain degré de kabbalah, d'acceptance. La Torah est vraie. Comme le dit Tanya, j'ai dit tout de suite, la première question de Tanya, comment est-ce qu'elle est formulée? Il faut comprendre. J'ai juste besoin de comprendre. Ce n'est pas que je remets tout en question. J'ai besoin de comprendre. La Torah, elle est vraie. Ce que ce texte-là me dit est vrai, mais je voudrais bien comprendre. Pourquoi un texte me dit ci, un texte me dit ça, quelle est la différence, quelles sont les nuances, etc., etc. Donc, encore une fois, aujourd'hui, grâce au Rabbi Rachab, quand il nous a dit « Je pars au ciel, je vous laisse mes écrits », ça veut dire qu'il nous a rendu ces écrits accessibles. À nous de faire l'effort de vouloir accéder à ces écrits-là, de vouloir les étudier et de vouloir les intégrer dans notre vie et de faire en sorte qu'on a vraiment créé cette dira betartalim, cette habitation pour Hachem en nous, dans nos esprits, dans nos cerveaux, et qu'on puisse avoir la réalisation de la promesse que Mashiach a fait Baal Shem Tov, que Mashiach va venir quand la chassidut sera répandue partout. Voilà, s'il y a des questions. Oui, Oui, d'une sorte j'ai du mal à vous entendre. Alors, hop. Là, c'est mieux. Oui. Vous avez parlé d'une sorte d'index que le Rabbi Rachab il a fait sur la Chassidut à l'image du Rambam. Est-ce que ça porte un nom, ce Sefer? Il n'y a pas un Sefer, ça, c'est juste toute la Chassidut, tous les enseignements de la Chassidut ont été bien mis. Alors, il y a deux grands livres qui contiennent les bases de la Chassidut, qui sont les Mamarim de l'année Tafresh Samer Vav, 1906, et un livre en 3 volumes, qui sont les Mamarim qui ont commencé à être dits en Tafresh Ain Bet 72, c'est-à-dire 1912, qui ont été dits pendant 8 ans, pardon, 6 ans. Et donc, ces deux livres-là contiennent vraiment les fondements de la Chassidut. Et c'est surtout l'idée, encore une fois, d'une explication profonde et claire où tout a été clarifié. Pas seulement un livre, on peut chercher par index, comme le Rambam d'ailleurs n'a pas ça non plus, mais c'est un peu plus clair, où il y a des lois de tel à tel, chapitre tel. Ce n'est pas organisé de cette manière-là dans les enseignements du Rabbi Rachab, mais il a juste bien synthétisé tout ce qui avait été dit avant, même si on n'a pas nécessairement l'index. Alors l'index, entre autres, a été mis en place par le Rabbi, où on peut chercher dans des index, des mafteach, des choses par sujet, et on peut trouver les sujets expliqués de telle et telle manière. Et par le Rabbi, c'est-à-dire avec c'est quel Sefer? Alors, entre autres, un Sefer qui existe, c'est ce qu'on appelle Sefer Aerkim, le livre des entrées ou des concepts, qui a été créé à la demande du Rabbi. Mais le Rabbi a fait beaucoup d'index. Donc, on regarde à la fin de ces deux livres-là, par exemple, du Rabbi Rachab, le Mamarim de l'année Samervav 1906 et Ain Bet 1912. Au bas, au fond de ce Mamarim, au dos, vous avez les index, vous pouvez chercher par sujet,
et vous aurez les références à l'intérieur du texte. D'accord. D'accord, merci. Je vous en prie. Ok. D'autres questions? Non. OK. Alors, Très bonne soirée. Au revoir.